C'est une habitude, mais c'est surtout un plaisir. C'est l'heure de revisiter, de revivre les grands moments de cette saison de triathlon. Laurent, c'est tant le fameux championnat du monde, les triathlon series, que l'épisode olympique qui ont rythmé cette saison riche en émotions. Et oui, une saison olympique, ça n'est jamais anodin. C'est une saison très particulière. Et cette année 2012 n'a pas failli à la règle, avec en point d'orgue bien sûr les JO et beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses et beaucoup en tout cas sur ce début de saison de motivations différentes en fonction de ceux qui étaient déjà qualifiés et de ceux qui cherchaient leur qualif. Les images, vraiment les images de cette arrivée féminine à Londres à l'occasion de cette compétition. Nicolas Spirig, Lisa Norden séparés par un quart de cheveux. Finalement la médaille d'or pour la Suissesse qui à l'issue de cette compétition aura donc cessé toute activité pour se consacrer à sa future vie de maman. Chez ces messieurs, quelle course, quelle intensité! Quelle intensité avec des Français aux avant-postes et les inévitables frères Brownlee bien sûr avec Javier Gomez l'Espagnol qui tente et qui a tenté, en tout cas il a tout fait pour essayer de contrer ces invincibles Anglais et il s'est mis entre les deux. Belle image, beaucoup de respect entre ces athlètes. Les deux frères sur le podium à Londres chez eux. C'est extraordinaire, bien sûr. Alistair remporte la médaille d'or, je remporte la médaille de bronze, ça restera à jamais dans nos têtes. Je suis vraiment satisfait de ma course, je crois que je mérite cette médaille d'argent. Et on peut le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, il a fait le nécessaire. Il a été chercher à la force de ses jambes et de ses bras. Et ça a été tout au long de l'année une succession de bagarres, une succession d'arrivées incertaines, tant chez ces messieurs que chez ces dames. Et c'est ce que nous vous proposons de vivre, de revivre, c'est de parcourir à nouveau la planète triathlon, en commençant bien sûr par le premier rendez-vous, le rendez-vous australien, le rendez-vous, je dirais presque historique du triathlon. Mais au gré des compétitions féminines et masculines, nous apercevoir que ça n'a jamais été une partie de campagne. Non, et comme vous l'avez dit, c'est une saison riche en rebondissements, avec ses joies, avec ses drames aussi, puisqu'on a aperçu tout à l'heure Emma Snowsill notamment qui elle n'a pas pu jouer sa qualif pour les Jeux, qui ne l'a pas obtenu. Mais c'est ça, la carrière et la vie de sportif de haut niveau, c'est fait de voyages, de joie et de désillusions. Allez, direction l'Australie. Direction la première étape de ce triathlon series, c'était mi-avril avec des situations un petit peu différentes parce que la campagne olympique elle avait commencé 2 ans plus tôt et certains ou certaines avaient d'ores et déjà leur qualification en poche, notamment Emma Moffat, ce qui veut dire qu'on n'aborde pas forcément la compétition dans la même situation, dans le même état confort. d'esprit. Voilà. Et Emma Moffat, elle avait sa qualif en poche, double championne du monde, donc ça lui permettait de se projeter avec sans doute un tout petit peu plus de sérénité que les autres, même si la destination olympique était son principal rendez-vous et qu'il fallait ne pas se manquer dans le cadre de cette préparation. Et oui, et les préparations, on l'a dit tout au long de cette saison, sont complètement différentes en fonction des athlètes, pour ceux qui sont déjà qualifiés depuis 2011. Et qui peuvent se préparer tranquillement, et puis ceux qui doivent aller marquer les points et aller chercher leur place, et notamment dans cette équipe féminine australienne où il y a énormément de monde. Et oui, Emma Snowsill, 3 titres de championne du monde, championne olympique en titre, et pourtant, que de déboires, que de mésaventures, que de difficultés pour finalement passer à la trappe, parce que l'histoire nous a dit entre-temps qu'elle ne participerait pas au jeu. Il faut dire qu'il y avait une certaine forme d'intensité ou de densité au sein de l'équipe australienne côté féminin. C'est le moins qu'on puisse dire, avec nous n'avons eu cesse de le répéter avec les 3 Emma Snowsill, Emma Jackson qu'on voit à l'image et Emma Moffat dont vous venez de parler Vincent, et puis Erin Densham qui elle avait à cœur et avait la nécessité de faire un très très gros début de saison pour aller chercher éventuellement une place dans cette équipe. Cœur, c'est un mot qu'elle connaît bien, Erin, et pour cause des soucis de santé réguliers jusque quasiment au début de la saison, problème cardiaque, il a fallu lutter, il a fallu subir effectivement des interventions chirurgicales et puis retrouver le goût, retrouver la joie, retrouver le sourire et se donner les moyens peut-être enfin d'arriver à son objectif. Et Erin Densham, vous la connaissez bien Laurent, elle s'est vraiment mise dans la configuration d'une athlète qui devait retrouver sa place de numéro 1. Oui, donc quand on a les soucis, quand on a eu les soucis qu'elle a été obligée de traverser, et bien dans un premier temps c'est retrouver la forme, et dans un deuxième temps la nécessité absolue d'être en forme plutôt que les autres.
et de savoir gérer sa saison dans un premier temps pour faire des résultats comme ici à Moulouba, où elle marque des points importants, puis sur les premières WCS, et puis ensuite se récupérer et repartir sur une préparation olympique. Erin Densham qui n'en vient pas presque de cette situation-là, de cette nouvelle situation, de cette façon d'attaquer la saison avec tout, je dirais, ses atouts sportifs, avec surtout cette motivation nouvelle, cette motivation qui avait besoin de retrouver l'appétit, et Erin Densham, au gré des rendez-vous, au gré des duels qu'elle a dû livrer, a finalement intégré avec une certaine facilité l'élite de cette compétition féminine. Elle a enchaîné les très très bons résultats. On vient d'avoir à Moulouba, mais sur les premières compétitions avec une plus grosse densité que cette Coupe du Monde australienne, eh bien elle a fait voir qu'elle était là. Là, elle finit juste devant Ellen Jenkins, Andrea Hewitt là-bas, donc elle a fait voir qu'elle avait sa place dans l'élite internationale, et notamment ici. Et en plus, au jeu, elle a prouvé qu'elle était bien là. Erin Densham, regardez le visage d'Erin Densham. Ce n'est plus du soulagement, c'est une délivrance. C'est délivrance, exactement. Ouais. Elle s'impose ici donc, à Sydney, devant Ellen Jenkins, devant Andrea Hewitt, la néo-zélandaise. Mais peu importe, je dirais les adversaires qu'elle a dominés, c'était avant tout pour elle une question, je dirais presque de survie sportif. Oui, mais quand même, malgré tout, quand on bat Jenkins et Hewitt, on sait qu'on est revenu en forme. Il ne suffit pas juste de gagner la course. Dites-moi qui vous avez battu et je dirai à quel niveau vous êtes. Et ça a été beaucoup plus compliqué pour d'autres athlètes, notamment Emma Snowsill qui termine 14e ou Emma Jackson qui termine, elle, à la 33e position. Et il y avait aussi Ashley Gentle aussi qui pouvait éventuellement prétendre à une place dans cette équipe australienne. C'est pour vous dire la densité de cette très belle équipe. Alors on prend l'avion, c'est préférable, en direction des si États-Unis. Vous voulez y aller en nageant, vous pouvez, mais ça va être un petit peu plus long. La côte ouest, San Diego, la Californie pour le deuxième rendez-vous de ce triathlon Series. Et Vincent Snowsill avec le dossard 18. Ça ne lui est pas arrivé très souvent dans sa carrière, mais sur ces 2 dernières saisons, c'est monnaie courante. Elle a au moins une certaine forme de franchise. Lorsqu'elle s'exprime, Emma Snowsill, elle affirme qu'elle connaît parfaitement sa situation, elle sait ce qu'il lui reste à faire ou ce qu'elle doit conquérir pour tenter de s'intégrer au sein de l'équipe australienne pour les Jeux Olympiques. Encore une fois, on connaît la fin de l'histoire. Mais Vincent, quand on est une athlète de haut niveau, on se doit d'avoir une analyse objective de ses performances, et le triathlon, sport individuel, sport d'endurance, ne permet pas de conjecture et ne permet pas d'approximation. En tout cas, ça permet effectivement l'expression de belles histoires. Ellen Jenkins avec des problèmes de santé. Ellen Jenkins, elle déjà auréolée de plusieurs titres mondiaux, qui s'impose ici à San Diego à l'occasion de ce deuxième rendez-vous de la saison. Et qui, elle, était attendue, plus qu'attendue même, pour aller chercher la médaille d'or chez les filles, chez elle à Londres, qui était même portée par l'ensemble d'une fédération, l'ensemble d'un pays. Et Erin Densham qui continue sur sa belle voie. Deuxième position. Vainqueur à Moulouba, vainqueur à Sydney, et deuxième ici à San Diego. Là, ce début de saison, on ne peut plus réussir. Et qui dit qu'elle a fait le nécessaire pour effectivement être intégrée au sein de l'équipe olympique australienne. Et elle est satisfaite. Une autre qui a fait le nécessaire, Laura Bennett, qui finit 3e. Et qui, elle, va donc pouvoir participer à ces 3e Jeux, en sachant que quand elle était plus jeune et nageuse, elle avait raté d'un rien les sélections olympiques sur les Jeux d'Atlanta notamment. Alors, Densham au sein de l'équipe olympique, ça se joue entre Jackson et Snowsill, et Snowsill va perdre. Et oui. Emma Jackson sera donc la 3e coéquipière, le 3e membre de cette équipe australienne. Mais avec des hauts et des bas aussi dans ses performances. 3e rendez-vous de la saison et dernier rendez-vous possible pour tenter sa chance et tenter d'intégrer une équipe olympique, une équipe nationale olympique. Autant dire que le rendez-vous espagnol de Madrid avait son importance. Et oui, fondamental, cette course toujours très très relevée. Avec notamment, on voit Amy Charreron qui est une habituée des podiums sur cette course. On a vu Jessica Harrison s'échauffer aussi, et l'équipe française qui était quasiment connue avant le début de cette saison olympique. Gros plan sur Nicolas Spirig qui s'est imposé à Madrid en 2010, 2e mondial l'an passé. Elle a eu une saison difficile, une fin de saison difficile après.
Elle se donne les moyens de revenir à son meilleur niveau en 2012 et elle enchaîne les performances. Nicolas Spirig qui a la fâcheuse habitude de bien se préparer pour les échéances, les grosses échéances. Fâcheuse habitude. Je les prendrais bien, ce genre d'habitude. Et elle connaît effectivement la densité du groupe, la qualité de ses adversaires, et que de toute façon il va falloir entre guillemets s'arracher pour espérer monter sur la plus haute marche du podium, ici comme à Londres. Donc physiquement elles sont toutes au même niveau, la différence se fera sans doute d'un point de vue psychologique ou mental. Oui, c'est aussi le lot du sportif de haut niveau, être capable d'allier les performances physiques avec un mental d'acier. Sur ce type d'épreuve, sur ce type de sport, il n'y a pas d'autre solution. Bingo donc pour Nicolas Spirig à Madrid. Et Aline Morrison, qui, petite surprise aussi, qui vient arracher son podium. Barbara Riberos en troisième et Anne Haug qui qu'on vient apprend à découvrir. Mettre le bout de sa visière aussi sur en tout cas juste au pied de la boîte. Elle s'était parfaitement préparée, exclusivement préparée pour cette échéance, donc c'est le résultat du travail accompli, nous dit-elle. Anne Haug, on en parlait à l'instant, Anne Haug, voilà, athlète allemande qui commence à montrer le bout de ses lunettes, qui termine au pied du podium et qui va de plus en plus, au gré de la saison, animer les têtes de course, même si elle souffre de quelques difficultés en natation. Elle dit qu'elle est passée par une période essentielle. Pour ce qui la concerne, il a fallu qu'elle coupe à un moment donné. Elle s'était entraînée beaucoup, et puis elle a subi ou elle a vécu une saturation. Elle a estimé qu'il fallait rompre et elle a rompu pendant 7 mois. Elle a décidé de sortir de la préparation, du moins de l'environnement national allemand pour se préparer seule, notamment s'entraîner avec Lisa Norden en tant que coéquipière et rebâtir pierre par pierre donc sa préparation olympique. C'est par ce chemin-là, Laurent, qu'elle estimait que c'était éventuellement, qu'elle estimait que c'était nécessaire de passer. Eh bien voilà, je parlais de lucidité et d'analyse objective de ses performances et donc de sa préparation. Elle a jugé, puisque Anne Haug pointe le bout de son nez sur les podiums depuis cette saison, mais elle a déjà 28 ou 29 ans, donc c'est pas un lapin de 3 semaines non plus. Donc elle a fait une analyse, elle s'est dit, voilà, je vais droit dans le mur, je coupe tout, je repars, je remets les cartes à plat et bien lui en a pris, c'est le moins qu'on puisse dire. Anne Haug qui a encore, on disait tout à l'heure, quelques difficultés pour suivre le rythme en natation, mais à vélo il ne faut pas lui en donner parce qu'à vélo ça revient vite. Elle a un enchaînement vélo course à pied de très très haut niveau. Et donc quand il n'y a pas un coup qui part à la sortie de l'eau, il faut compter avec elle et il faudra compter avec elle sur les saisons à venir. Alors l'Europe, la vieille Europe. Juste un petit mot, Vincent, bien sur sûr. Madrid, puisque les Françaises avaient réussi un assez joli tour groupé. Jessica Harrison 11e, Carole Péon 16e et Amy Charéron, donc on va dire les 3 Olympiques 17e. Lisa Norden, gros plan sur l'athlète suédoise qui explique qu'elle s'était préparée effectivement à performer à San Diego. Elle avait fait le nécessaire et puis elle a dû tout simplement jeter l'éponge quelques heures avant la course parce que lors de sa préparation en Arizona, elle s'est blessée tout simplement. Et ça arrive, alors un petit bobo suffisamment douloureux pour ne pas en ajouter, pour ne pas risquer de transformer ça en catastrophe qui viendrait donc totalement nuire à son ambition olympique. Et donc elle a préféré patienter un tout petit peu et vraiment reprendre, en l'occurrence à Kitzbühel, dans les meilleures conditions. Alors là on est vraiment, ça ne fait que confirmer ce que nous disons à chaque fois sur l'intelligence de la préparation, l'intelligence de l'analyse qui permet de ne pas se tromper ou en tout cas de capitaliser sur ses erreurs. Elle a besoin malgré tout de retrouver la confiance. Elle sort d'une blessure, elle a fait une impasse sur une grosse compétition, elle ne sait pas encore tout à fait si elle est prête ou pas prête, c'est vraiment un test important. C'est un test important sur une course qui a un profil qui lui convient puisque non seulement la course, en tout cas le vélo est un parcours difficile, donc il faut être très très complète et c'est ce qu'elle est. Et c'est forcément une course qui lui convient. Et quand on voit ce finish et ce sprint pour justement l'arrivée de cette épreuve à Kitzbühel avec Nicolas Spirig là, qui crève l'écran, c'est indéniable, mais surtout Lisa Norden qui semble être dans une situation de confort avec encore la possibilité de faire mieux.
Bah oui, revenant d'une préparation tronquée, elle se permet de talonner Nicolas Spirig, de battre Andrea Hewitt et Barbara Ribeiro, qui sont, les 4 là dominent le triathlon. Il manque un petit peu Ellen Jenkins, mais ça laisse en tout cas augurer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Dites-moi qui vous avez battu, je vais vous dire dans quel état de forme vous êtes. Donc là voilà, c'est une très très bonne chose cette deuxième place. Et Nicolas Spirig qui nous dit que de toute façon elle avait fait le nécessaire pour bien performer ici, et donc c'est normal qu'elle s'impose lors de cette étape. Bah voilà, il y a de la logique. Deuxième place, médaille d'argent pour Lisa Norden qui retrouve le sourire, et quel sourire qui illumine son visage, incroyable, c'est presque un rêve que je suis en train de vivre éveillé, mais je savais que ça allait être difficile à pied, il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de maintenir ce rythme et cette allure. En tout cas, Nicolas Spirig qui, comme vous l'avez dit, sait très très bien se préparer et qui se positionne comme étant l'une des grandes favorites. Pour les Jeux, j'entends. Ce n'est pas terminé pour Lisa Norden. Après cet épisode souriant, après cette deuxième place, elle est rentrée effectivement pour se préparer, poursuivre sa préparation, et puis nouvelle douleur, un genou cette fois-ci. Et là, on reprend, je dirais, une logique de réflexion, d'inquiétude, d'absence de confiance, et on passe par des hauts, des bas, et elle en a assez, Lisa Norden, de vivre cet enchaînement de mouvements et de cycles. Oui, mais bon, ça fait partie de la carrière, ça fait partie de la vie de l'athlète de haut niveau, d'être capable de gérer ce genre de situation. À ceci près que, alors ça n'est pas pour dévaloriser quoi que ce soit, mais elle a beaucoup moins de concurrence dans l'équipe féminine suédoise que ne pouvait l'avoir Emma Snowsill ou toutes les autres australiennes. Donc elle a une certaine forme de sérénité par rapport à ça qui lui permet de pouvoir utiliser du temps de récup pour bien se soigner et de repartir sur une préparation. Maintenant, c'est vrai que quand on a les Jeux en point de mire, chaque seconde peut être considérée comme une seconde de perdu, même si ça n'est pas forcément aussi évident que ça. Emma Moffat, qui aimerait bien remonter sur un podium rapidement et qui semble envisager à Hambourg, à l'occasion de cette dernière étape avant les Jeux Olympiques, un avenir un tout petit peu plus souriant que ce qu'elle a connu précédemment. Et à Hambourg, justement, sur ce format sprint, pour préserver un tant soit peu, même préserver carrément les athlètes et leur faciliter la récupération, car encore une fois, c'est la dernière étape des triathlon series avant les Jeux Olympiques. C'est Erin Densham qui s'est imposée. Et devant Moffat, et Sarah Groff, l'américaine, qui pointe le bout de son nez aussi. Donc là, sur les quelques étapes qui viennent depuis Madrid, on va dire, qui viennent de se passer, on a les 5-6 athlètes qu'il va falloir suivre sur les JO, en rajoutant évidemment Ellen Jenkins qui elle n'a pas utilisé ses dernières courses pour remettre un dossard, mais qui s'est préparée chez elle de manière à aller chercher cette médaille d'or que tout le peuple anglais lui promet. Le voici, ce podium donc sur lequel monte à nouveau Emma Moffat. Malheureusement, ce ne sera pas bon signe, parce que quelques jours plus tard à Londres, elle chutait à vélo et elle pouvait donc faire une croix sur ses ambitions olympiques. Et Anja Dittmer, l'Allemande, chez elle, à Hambourg, qui elle va faire ses 4e Jeux. Elle était là depuis Sydney, l'Allemande Anja Dittmer, athlète qui sait se préparer, qui sait gérer les choses, et athlète très très sympathique. Erin Densham qui insiste sur le fait qu'il s'agit d'une course là qui fait partie d'un championnat, et que les Olympiques c'est une course très différente, c'est une échéance à elle seule, c'est une échéance colossale, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre environnement, c'est l'histoire. Oui, avec un grand H, si on peut considérer que ce circuit, peut-être plus l'histoire avec un petit H. Et Densham qui a pris donc la médaille de bronze à Londres quelques jours plus tard. Avec un finish, vous l'avez dit par rapport au sprint, mais regardez, Densham était juste derrière. Et à souligner la très belle place de Jessica sur ces Jeux de Londres, 9e, et Carole 29e, et Amy qui termine 28e. Allez, direction Stockholm pour le rendez-vous post-olympique. Sur un sprint aussi. Sur un format sprint. On a eu quelques problèmes sur cette course, vous vous souvenez ? Un petit peu glissant, parce que pas terrible la météo, et surtout elles vont emprunter un parcours très sinueux avec de nombreux pavés.
Autant dire que ça va rythmer la progression des uns et des autres et des unes et des autres. Et Lisa Norden, elle est à domicile, donc Lisa Norden, je dirais pas qu'elle fouette parce qu'elle a l'habitude d'être, je dirais, solide dans les échéances cruciales, mais elle sait combien tout le peuple suédois l'attend ici. 18e Amy à Londres, 18e. Je rectifie. Et c'est un moment unique, même si effectivement elle a pris la médaille d'argent à Londres. Le fait de courir devant les siens et de terminer, et de quelle manière cet épisode elle a dominé, suédois, de la ça tête a été et des épaules. Fabuleux. Mais avec une motivation. Et voilà, des profils différents, vous l'avez dit, Nicolas Spirig qui arrête après les Jeux, vous avez signifié pourquoi, mais qui avait fait un début de saison, une préparation, puis à chaque fois qu'elle s'est déplacée, globalement, elle a gagné. Erin Densham qui, elle, a été obligée d'aller chercher ses points et sa qualif. Et Lisa Norden qui se remet de blessures successives, qui se prépare, qui fait deuxième au jeu et qui enchaîne ensuite une fin de saison de très très haut niveau. On a appris à découvrir un Haug, on apprend à découvrir aussi une autre athlète, Maaike Kellers, des Pays-Bas, et qui s'impose ici, enfin du moins qui impose sa performance puisqu'elle termine deuxième juste devant la Chilienne Barbara Riveros, et Maaike Kellers qui apprécie à juste titre cette performance et cette opportunité qu'elle a eue de se glisser parmi les meilleurs. Et on se souvient de Anne Haug qui a fait un retour vélo énorme, qui l'a un petit peu payé à pied, mais qui a fait une partie cycliste de très très gros calibre, quasiment seule, et qui finit 4e. Erin Densham est toujours en tête de la compétition de ces triathlon series, mais l'écart est faible et Lisa Norden commence à revenir tout doucement sur l'Australienne. Il reste le rendez-vous de Yokohama dont nous allons parler et il reste ensuite la grande finale avec 50% des points en plus. Exactement. Écart très faible, densité très importante, suspense énorme. Et là on voit les quatre premières, on a vu Densham, Hewitt, Norden et Haug. Et une autre petite Australienne qui pointe le bout du nez, Ashley Gentle. Et Emma Moffat aussi, 3 Australiennes, une Allemande, une Hollandaise, une Suédoise et une Américaine qui fait un gros retour à pied, et une Néo-Zélandaise, Andrea Hewitt, qui a un petit peu plus de mal à finir la saison, en tout cas sur cette course. Et un finish encore, Vincent, énorme, de très très haut niveau. Anne Haug, l'allemande, en première position, Lisa Norden derrière elle, Emma Moffat en 3e place, Maaike Kellers en 4e position, Erin Densham derrière, suivi d'Ashley Gentle. Et on attaque, on ralentit, on s'observe, qui va faire quoi. On joue des coudes, on se regarde, et on essaye la souris de prévoir, d'anticiper l'attitude de l'adversaire en l'occurrence. Alors bien sûr, c'est ce qu'elle nous dit, Lisa, j'ai étudié énormément de scénarios possibles, parce que on se connaît suffisamment, on connaît nos capacités, nos aptitudes, je dirais presque nos tocs. Et donc dans ces conditions-là, il faut essayer de surprendre, de parvenir encore à surprendre les autres. Et oui, mais Lisa qui a l'habitude de sprinter, ce qui est un petit peu moins le cas de Anne Haug et de Maaike Kellers. Ne vous fiez pas au style d'Emma Moffat avec ses épaules, mais là c'était vraiment un jeu du chat et de la souris, d'intox, comme une vraie course à pied, comme un 10 000 sur la piste. Et Anne Haug et Lisa Norden, elles se connaissent très très bien. Je vous le disais tout à l'heure, elles s'entraînent ensemble, c'est-à-dire qu'elles passent des heures quotidiennement à évaluer leur performance, à se confronter. C'est presque un crève-cœur de les voir là se battre coude à coude pour cette victoire à Yokohama. Et Anne Haug qui dit je la connais très très bien, et quand elle est dans ce mode-là, c'est une véritable machine. Et regardez l'attitude, regardez le port de tête de Lisa Norden, regardez cette puissance sur le haut du corps, et Anne Haug qui essaye de venir la surprendre là sur le côté à la faveur des derniers mètres qui les séparent de la ligne d'arrivée. Et rien n'y fait, Lisa Norden s'impose. D'un demi-cheveu, d'un quart de cheveu, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais là, elle a réussi à avoir la première place, voilà, avec un écart un tout petit peu plus substantiel que celui de Nicolas Spirig aux Jeux Olympiques de Londres. Mais et 3e position. Qui confirme. Exactement. Elle voulait absolument un nouveau podium, une nouvelle performance, pour être sûre et certaine de ne pas être, je dirais, d'avoir bénéficié d'une situation exceptionnelle quelques semaines auparavant, mais que ça s'inscrivait au contraire dans une logique de progression, d'établissement en quelque sorte. Et Erin Densham un petit peu plus derrière là-bas, en 5e
5e position qui commence peut-être à piocher un petit peu et à payer ce début de saison où elle a caracolé devant. Et ça commence à devenir un peu plus compliqué, un peu plus incertain en ce qui concerne le leadership de la coupe de la compétition. Andrea très déçu de cette course. Allez. C'est une évidence. C'est là que ça va se passer, c'est là que le titre mondial sera décerné. Regardez l'écart entre Erin Densham et Lisa Norden. 30 points. C'est ridicule. Nicolas Spirig est en 3e position, mais elle est absente. En sachant que la victoire rapporte 1200 points. Donc on a encore des possibilités. Et la deuxième place, 1110. Donc il y a 90 points d'écart. Et la 3e place, 1027. Donc il y a largement de quoi faire la diff. Alors ça se joue très vite, très tôt. Et Erin Densham qui était sortie de l'eau pourtant relativement facilement, elle va avoir quelques difficultés. Elle n'est pas dans un grand jour. Elle n'est absolument pas dans un grand jour et c'est difficile de voir ce peloton partir sur ce parcours d'Auckland très très spécial avec une succession de bosses, une succession de descentes, un parcours très technique, très exigeant en vélo. Et Anne Haug qui nous a fait un numéro de haut vol sur ce parcours vélo. Sortie avec 30 secondes de retard sur le principal groupe de compétitrices, Anne Haug au gré des tours cyclistes va revenir dans le peloton. Erin Densham, elle, va jeter l'éponge. Abandon. Et cet abandon, la palissade ne lui permet pas de marquer de points et de, sans aucun doute, voir la première place, voire même le podium lui échapper sur le classement final de CWTS. Lisa Norden a son avenir entre les mains. Il suffit entre guillemets de franchir la ligne d'arrivée pour monter sur la plus haute marche et obtenir le titre mondial. Encore faut-il aller, je dirais, jusqu'au bout dans les meilleures conditions, dans les conditions utiles. Est-ce que ça peut changer sa vision des choses ? Par rapport au contrôle de la course, oui, sans aucun doute. Donc elle n'a absolument aucune raison de prendre de risques. Ça, c'est une évidence. Maintenant, elle a le niveau, elle nous a fait voir sur cette fin de saison qu'elle était très très forte et ce qui lui permet d'avoir une certaine sécurité. Peut-être de renvoyer un petit peu la balle, mais c'est rarement le cas chez les sportifs de haut niveau. Mais là, en tout cas, c'est Anne Haug qui, après sa 4e place à Stockholm, là arrive sur le podium, son sprint contre Lisa Norden. Et bien là, elle a fini toute seule devant. Et oui, Anne Haug qui n'a cessé de progresser au cours de la saison. Et juste avant, elle avait terminé 2e au Japon pour finalement s'imposer ici à Auckland. Première victoire de triathlon series sur les triathlon series pour Anne Haug et surtout le titre mondial pour cette grande dame, médaille d'argent à Londres, championne du monde, Lisa Norden. C'est totalement dingue, c'est sans mots, sans équivalent. Et il suffit de regarder le visage de Lisa Norden pour comprendre à quel point elle est heureuse. Anne Haug qui prend du fait la 2e place du podium et Andrea Hewitt qui finit 3e, Ribeiro 4e et Densham 5e, donc qui elle est exclue de la boîte. La Suède qui frappe un grand coup là dans l'univers du triathlon international parce qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à présent de telles performances du côté les Françaises, du pays. Vincent, Jessica Harrison qui sera 12e au classement final, Carole Payon à la 24e place. Et Émile Charéron à la 70e. Anne Haug, elle aussi absolument ravie, heureuse, qui profite de ce résultat, sa juste valeur, le dernier podium de la saison. Et l'histoire recommencera l'année prochaine, ici même à Auckland, les 6 et 7 avril. On va marquer une pause, les garçons, c'est tout de suite.